Alors, pour cette deuxième table ronde consacrée à la biodiversité, on peut avoir un autre micro. Eh bien, je laisse les commandes de l'animation, mais je reste pas loin parce que je suis embêtante, moi. Voilà. C'est bon, tout le monde est là. À Arnaud Comiti, juriste conseil chez CCI France, c'est ça? C'est ça. Voilà, Arnaud, c'est à toi. Tu nous présentes les invités de ta table ronde. Bonjour à tous. Donc déjà merci de l'invitation à intervenir. Donc on va faire une séquence sur les liens entre l'entreprise, la biodiversité et le climat. Les liens entre la biodiversité et le climat sont très forts parce que la biodiversité c'est à la fois un indicateur, une victime du changement climatique, mais également une solution pour le changement climatique. Alors, il y a au sommet de la Terre, Gilles Boeuf a évoqué tout à l'heure le sommet de Rio en 1992. Et il faut savoir que ce sommet a produit, entre autres, deux grandes conventions. On parle de la Convention sur le climat pour la COP 21, mais il y a eu également une convention sur la diversité biologique qui date de 1992. Et j'ai retenu une phrase du secrétaire exécutif de cette convention, qui est M. Ferreira de Souza, qui a déclaré « L'avenir de la conservation de la biodiversité est déterminé par la façon dont l'entreprise utilise les ressources de la Terre ». Donc là, on a un lien direct avec notre sujet sur les entreprises et la biodiversité. Alors notre table ronde, elle va se diviser en deux grandes parties. Pourquoi la biodiversité est-elle incontournable pour les entreprises, pour les acteurs économiques ? Et surtout, la deuxième table ronde qui sera un petit peu plus longue, comment, suivant quelle méthodologie, les entreprises peuvent-elles intégrer la biodiversité à leur stratégie de développement? Alors pour la première séquence sur le pourquoi, on va d'abord traiter la question de la définition de la biodiversité avec Marie Castillo, qui travaille au Commissariat général au développement durable au ministère de l'écologie, et également avec Sylvain Boucheron sur cette question. La première question, c'est qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité a été déjà. Qu'est-ce que c'est? Ça a été déjà largement décrit par Gilles, mais Marie va nous compléter tout ça. Oui, mais en fait, je commencerai juste par un rappel. Alors attendez, je sais enfin, je vais juste commencer par une définition très simple, en fait, qui est une définition. Alors,
également, souvent les entreprises ne perçoivent pas toujours les liens qu'elles ont avec la biodiversité. Marie, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les services rendus par la biodiversité aux entreprises? Quels sont ces différents types de services? Eh bien, ces services sont de 3 types. Il existe tout d'abord des services d'approvisionnement, des services de régulation et des services culturels. Donc pour les services d'approvisionnement, le plus emblématique est celui du service de l'eau. Le service de régulation, ça se résume en termes de pollinisation ou encore de stockage de CO2. C'est la fonction emblématique des forêts. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intuitif et connu de tous. Et puis un service culturel, social et ludique qui peut être joué par les espaces naturels en lien avec toute la dimension esthétique des paysages et qui est donc un potentiel d'activité économique pour les activités éco-touristiques. Voilà. Merci. Alors également, la biodiversité a un lien avec la thématique de l'innovation et on entend de plus en plus souvent parler dans l'actualité du biomimétisme. Sylvain, pouvez-vous nous donner un peu un éclairage sur ce qu'est le biomimétisme? J'avance. Hop. Donc le biomimétisme, c'est, je dirais, une approche à la fois de scientifiques, à la fois d'ingénieurs et éventuellement qui peuvent être appropriées par les services marketing des entreprises et qui a pour objet en fait de s'inspirer du vivant pour créer des nouveaux objets, des nouveaux services. On part de l'analyse suivante, c'est que la Terre, elle est là depuis plus de 4 milliards d'années. La vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années et c'est un système qui fonctionne sans pollution, sans détruire son milieu. Et c'est un système qui a innové dans les formes, dans les processus chimiques, dans sa capacité à résoudre des obstacles qu'elle peut rencontrer au cours de son évolution. Et donc on a un système qui marche uniquement avec des énergies renouvelables, c'est-à-dire le soleil, et donc qui transforme, qui crée des matières, qui crée des molécules, qui crée des interactions entre différentes espèces. Et donc on a un système qui fonctionne entre guillemets en harmonie. Et donc l'idée c'est de s'inspirer de ce système-là pour les entreprises, pour diminuer l'impact qu'on a aujourd'hui sur la biodiversité et réintégrer nos activités au sein de la biosphère. Alors je vais vous montrer quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Des ingénieurs qui sont inspirés d'un poisson pour revoir le profil aérodynamique d'une voiture, ce qui permet de réduire les frottements à l'air et donc de réduire les consommations de carburant, ce qui est plutôt sympathique pour notre problème de changement climatique et de gaz à effet de serre par exemple. D'autres qui ont utilisé le gecko qui a la capacité avec ses pattes de s'accrocher au mur et donc qui ont utilisé ce type de surface pour développer un ruban adhésif qui du coup n'utilise pas de produits chimiques comme les colles qu'on utilise habituellement. Et donc on a un exemple de produit qui, en s'inspirant de la nature, permet de réduire les impacts et les pollutions. D'autres exemples qui sont la peau de requin qui a été utilisée pour faire les combinaisons, notamment des nageurs, ce qui leur a permis, en réduisant les frottements dans l'eau, de battre les records du monde, mais qui ont aussi des propriétés antiseptiques et qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, dans les hôpitaux pour faire des surfaces qui, du coup, ne retiennent pas certains microbes ou bactéries. On a d'autres exemples comme le martin pêcheur qui a la capacité de rentrer dans l'eau, comme vous pouvez le voir sur la photo, du milieu sans faire une seule éclaboussure. Et donc ça vient de la forme effectivement de son bec qui permet d'avoir une pénétration dans un milieu qui se fait sans onde de choc. Et donc c'est très utile pour designer notamment nos TGV, réduire de la même manière les frottements à l'air et donc les consommations d'énergie. Et donc on voit bien le lien qu'on peut avoir entre innovation, biodiversité, mais également énergie, climat, qui sont nos sujets d'aujourd'hui. Un autre exemple, un coléoptère qu'on trouve dans le désert, qui a des sortes de micro-poils sur les pattes qui lui permet de capter en fait l'eau, l'humidité qu'il y a dans l'air et du coup de s'abreuver. Donc des ingénieurs ont utilisé, ont recopié en fait ces espèces de cils pour faire des toiles, ce qui permet aujourd'hui de mettre des toiles dans le désert, de pouvoir capter l'eau et éventuellement de pouvoir boire ou utiliser de l'eau sans creuser des puits ou sans devoir se déplacer des kilomètres pour aller en chercher. Un autre exemple qui est assez connu, c'est l'exemple des termitières. Donc les termitières, si vous le savez, elles ont la capacité, en fait, elles ont la particularité d'avoir une température constante, quel que soit le moment de la journée, que ce soit en plein soleil, que ce soit la nuit. Il y a toujours la même température, le même degré d'humidité. Et en fait, ça vient de l'organisation et de la construction de la termitière faite par les termites
et donc de systèmes notamment d'aération. Il faut voir qu'elles font ça sans ordinateur de calcul, sans plan, sans équerre, sans rien. Des petites bêtes sont capables de faire ça, et donc des architectes s'en sont inspirés pour construire des immeubles, notamment le premier qui a été fait au Zimbabwe a permis de réduire de 90% les consommations d'énergie, ce qui est plutôt colossal. Et même ça va au-delà de ça, puisqu'ils sont aperçus que les personnes qui travaillaient dans ce bâtiment-là avaient augmenté leur productivité de 10% du fait d'une meilleure qualité de l'air, d'une meilleure aération, de moins de maladies liées à la clim, d'arrêt maladie liées à la clim. Donc on voit les bénéfices qu'on peut tirer de ces sujets. Un dernier exemple sur les processus chimiques. Donc on a une espèce d'éponge, peut-être qu'on pourra avoir le nom exact latin par Gilles Boeuf tout à l'heure, qui a la capacité de produire des structures de type verre au fond de l'océan. Donc ça veut dire à température ambiante, sans grand apport d'énergie et sans rejet chimique. Vous savez que nous, pour faire du verre, on fait chauffer du sable très chaud, donc ce qui consomme énormément d'énergie et a énormément de rejets, notamment de gaz à effet de serre, entre autres. Et donc là, des chercheurs qui essayent de comprendre comment est-ce que cet organisme arrive à se faire ces types de structures, ce qui pourrait effectivement, après être intégré dans notre industrie et réduire grandement notre impact sur l'environnement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les relations qu'on peut trouver entre le vivant. On a souvent l'idée que dans la biodiversité, on a des relations de compétition, ce qui n'est pas du tout vrai. On a énormément de relations de coopération. On parle beaucoup de la pollinisation, qui est de la coopération entre une abeille et une fleur. On en a d'autres types de coopération, des buffles qui hébergent des pique-bœufs qui, en échange de la protection, vont les débarrasser d'un certain nombre de parasites. Voilà, on peut retrouver énormément de relations de coopération dans les écosystèmes, et c'est ce qui devrait aussi inspirer les stratégies d'entreprise, les stratégies de coopération intrasecteur, intersecteur, entre autres. Et donc pour aller plus loin, on peut essayer de s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes pour transformer notre modèle linéaire. Donc là, vous avez le fonctionnement en circuit fermé en fait, de la planète Terre, avec une seule alimentation en énergie renouvelable qui est le Soleil. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer de ce fonctionnement-là, qui ne produit pas de déchets, les déchets des uns étant les ressources pour d'autres espèces vivantes. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer de ce fonctionnement harmonieux des écosystèmes pour transformer notre économie qui est linéaire en une économie qu'on appelle aujourd'hui circulaire. Et donc en essayant de revoir les consommations de ressources, les consommations d'énergie, de limiter les déchets et d'organiser l'ensemble des industries autour de ces principes-là. Voilà pour cette première partie. Donc c'est un autre intérêt, je dirais, ou un autre argument pour protéger la biodiversité, puisqu'une espèce qui disparaît, c'est potentiellement une espèce qui avait résolu un problème et avec donc une solution dans laquelle on ne pourra pas s'inspirer pour résoudre le relais nôtre. Merci. Alors la biodiversité, c'est un sujet d'actualité, et il y a actuellement en cours de rédaction un projet de loi cadre sur la biodiversité. Il est passé en première lecture à l'Assemblée nationale, et là en ce moment il est en train d'être examiné par le Sénat. Et ce projet de loi prévoit la création d'une agence française pour la biodiversité. Et il y avait la semaine dernière une grande conférence nationale à Strasbourg où plusieurs personnes étaient présentes. Gilles Boeuf était présent, Sylvain Boucheron de l'association Humanité et Biodiversité était également présent. Et nous avons travaillé un peu à la préfiguration de cette future agence. Alors Marie, qui représente le ministère de l'Écologie, pouvez-vous nous en dire plus de façon synthétique sur ce projet de loi sur la biodiversité et surtout sur l'agence et les liens qu'elle aura avec les entreprises? Oui, bon, écoutez, le projet de loi a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale à la fin mars 2015. Il est actuellement en première lecture au Sénat. Et c'est un projet de loi qui comporte... avec les parties intéressées sur les orientations stratégiques en matière de biodiversité. Et puis, un Conseil national de protection de la nature, donc CNPN, donc, qui existe déjà et qui est l'instance d'expertise scientifique et technique. L'autre élément essentiel et nouveau dans la création, dans la gouvernance de la biodiversité, c'est la création d'une agence française pour la biodiversité.
Voilà, donc ça c'est un organisme très important qui est créé un peu et qui s'inspire dans sa création, dans sa gouvernance de l'ADEME dans le secteur énergétique et qui sera chargé de donner un appui technique dont le président du Muséum d'histoire naturelle. Cette préfiguration est en phase de concertation et de dialogue avec les parties intéressées, ce qui doit aboutir à la remise d'un rapport à l'automne 2015 pour préparer la mise en place de cette agence qui devrait se faire au début de l'année 2016. L'agence sera parrainée par l'astrophysicien Hubert Reeve, voilà. Et si vous êtes intéressé un peu par son actualité, il y a un site internet qui lui est dédié, qui s'appelle agencefrancebiodiversité.fr. Vous pouvez le consulter, il y a l'actu toute récente de cette agence. Voilà. Merci. On a la chance d'avoir l'un des 3 préfigurateurs dans la salle. Gilles, tu peux nous dire un mot pour nous dire où on en est, justement, là. On travaille beaucoup, on rédige en ce moment le texte. Demain, quand je vais rentrer en train, je vais passer mon temps à rédiger ma partie scientifique, justement, que je propose pour l'Agence française. En fait, il y a 3 volets. Il y a un volet politique. Parce qu'en fait, il faut revenir un petit peu à l'histoire, ce que vous disiez à l'instant. Le président de la République annonce cette histoire-là. C'était le 14 septembre 2012, au moment de la conférence, en fait, environnementale, au CESE. Et ce qui nous a beaucoup surpris à l'époque, c'est qu'on pensait qu'il allait créer l'Agence française de la nature, et il crée l'Agence française de la qui était 2 et qui est devenue pour la biodiversité aujourd'hui. Et donc, j'ai expliqué que ce n'était pas pareil, la nature et la biodiversité. On l'a dit tout à l'heure, là. Alors, les seules questions qu'on a posées immédiatement, c'est OK, pourquoi pas une agence? Pourquoi faire? Qui on met dedans? Et quels moyens vous nous donnez? Aujourd'hui, on se pose toujours les mêmes questions. Alors, vous nous avez bien répondu sur qui va rentrer dedans, avec des incohérences évidentes. Je l'ai dit d'ailleurs à Strasbourg la semaine dernière, hein. Il y a l'ONEMA qui est la police de l'eau et il n'y a pas l'ONCFS qui est la police de la chasse et des territoires. Donc, on ne peut pas commencer à faire une agence sans mettre... Alors, j'espère qu'à terme, ils vont rentrer dedans. On milite tous pour le faire, bien sûr, hein. Et puis ensuite, quels moyens? Pour l'instant, rien du tout de plus que la somme des moyens des gens que vous avez cités qui rentrent effectivement dans l'agence. Donc, dans la demande de Strasbourg de la semaine dernière, on a tous voté collectivement pour demander 500 millions d'euros qui nous permettraient peut-être d'avoir des ambitions un peu plus grandes. Nous, il est évident que l'agence, elle nous plaît parce que d'abord, on parle de ce qu'on aime. Et si l'agence a pour but, et c'est vrai, de faire qu'on ne fera plus jamais dans ce pays, métropole, les DOM et les TOM aussi, bien sûr, rien du tout, sans penser au moment où on fait l'action, aux actions sur la biodiversité, aux influences, aux impacts sur la biodiversité, c'est bien. Maintenant, il faut transformer l'essai et pratiquement, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup d'aspects pratiques qui sont posés. Alors, juste pour la science, pour terminer, c'est ma partie à moi. Il y avait déjà en France un CSPNB, un conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, qui est une émanation du ministère de l'écologie, créé en 2006. Ensuite, le ministère de la Recherche crée la Fondation de coopération de recherche pour la biodiversité en 2008.
Et là, on me dit, il faut organiser maintenant un conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Alors, le trop nuit, donc comment on va se débrouiller ensemble pour, sinon... Alors, en plus, il y avait un CNPN, il y avait comment dirais-je, un lieu de réflexion sur les impacts sur la nature. Hein. Alors ça, on ne le fusionnera pas, on va le garder à part. C'est un groupe de sages, de plus en plus scientifiques, de moins en moins citoyens. Et par contre, il faut voir comment on va organiser aujourd'hui le CSPNB du ministère de l'écologie, la FRB du ministère de la Recherche et le futur conseil de l'agence, qui n'est pas créé pour faire de la recherche, mais par contre, pour utiliser intelligemment la recherche, on va écouter Colomban tout à l'heure, pour faire, bien sûr, amener de la connaissance et beaucoup mieux gérer en proposition nos environnements. Merci. Si je peux me permettre, juste un mot, la mer dans la future agence, parce que c'est un vrai sujet pour la mer, la place des océans, l'agence des aires marines protégées. Alors, hier matin, on faisait l'organigramme. Vous voyez, je vous raconte des choses qui sont en cours de réalisation. Hier matin, ils avaient mis la mer à côté. Je refuse de voir la mer à côté. La mer est dedans, donc elle n'est pas oubliée. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a l'agence des aires marines protégées qui est dedans. Et dans les préfigurateurs qui sont 3, il y a 2 qui s'occupent de la mer. J'espère qu'elle ne sera pas oubliée quand même. On compte sur vous. Merci. Merci. Alors ça fait le lien direct avec Colomban de Vargas, qui est directeur de recherche à la station biologique de Roscoff. Pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on en est de l'avancement de la connaissance dans les espèces marines ? Très bien, je vais peut-être me mettre ici. Oui, parce que avant que Colomban dise un mot, il faut dire que Colomban, qui est un grand chercheur et qui a participé à la grande aventure de Tara, on donne énormément d'exemples justement de biomimétisme, d'exemples assez particuliers de choses. Et en fait, comme vous allez voir, il y a un trou béant de connaissances. Et par contre, il y a les outils également pour combler ce trou très rapidement. Donc je vais vous parler à la fois de la connaissance de la biodiversité, mais aussi de ce qu'on peut faire pour y aller très rapidement. D'ailleurs, c'est des outils qui peuvent être utilisés par les entreprises à terme. Donc voilà, j'avance. Voilà. Donc juste pour vous rappeler que en fait cette planète qu'on ne devrait pas appeler la Terre mais plutôt la mer, hein, comme on le voit ici, et en fait ça fait que depuis les années 2000 qu'on a réalisé que toute cette masse océanique, toute cette matière hein, qui est ici du plancton, produit la moitié de l'oxygène que l'on respire. Donc ça fait que depuis les années 2000 que l'on sait ça. On n'avait pas encore vraiment les outils aussi pour aller explorer toute cette matière vivante, parce qu'en fait les caractéristiques des milieux marins, c'est qu'ils sont extrêmement fluides, extrêmement dynamiques, c'est que les organismes sont petits et se régénèrent très vite. Toute cette masse verte que vous voyez là se régénère en 1 semaine en moyenne, alors que les forêts se régénèrent, se recyclent en 10 ans. Donc c'est un milieu extrêmement dynamique, donc extrêmement difficile à échantillonner. Et à mon avis, le grand problème qu'on a, biologistes marins et biologistes des écosystèmes marins, c'est que c'est les moyens d'échantillonnage. On en est toujours réduit à échantillonner quelques points de l'océan. Et en fait, c'est le problème majeur. Hein. C'est vraiment de cribler l'espace spatio-temporel beaucoup plus finement que ce qu'on a fait. Donc on a pu, en effet, comme m'a dit Catherine dans Tara, faire un travail assez magnifique, qui a été vraiment un effort collaboratif, qui a tenu sur des années. Je crois que la beauté de ce travail, c'est surtout sa longueur, en fait. Hein. Puis on a encore maintenant de l'argent pour analyser les données jusqu'en 2020, donc ça c'est exceptionnel. On a commencé donc en 2009 de Lorient et on a fait ce voyage incroyable autour du monde où on a pu vraiment échantillonner de manière extrêmement systématique 220 points de l'océan global. Et en effet, on a donc vendredi passé là, un numéro spécial de Science. C'est la première fois que Science, qui est la meilleure revue avec Nature, hein, fait un numéro spécial sur l'océan. Il n'y en avait pas avant, donc c'est quand même pour des changements assez paradigmatiques en général. Et donc je crois que la raison pour laquelle on a eu ce numéro spécial, c'est qu'on a couvert la planète entière, mais on a aussi couvert tout le spectre de taille des organismes. Et ça, c'était exceptionnel. Donc on est parti vraiment des virus jusqu'aux animaux. Ici, vous avez une échelle du plancton, et ici, une échelle à taille humaine, hein, relative, si vous voulez.
Et ce qui est merveilleux dans le plancton, en effet, c'est qu'on a tous les représentants du monde vivant, hein, des virus, des bactéries, des archées, des cellules eucaryotes, des animaux. Mais tout ce monde-là est très petit, et donc on peut le capturer relativement facilement avec différents instruments de mesure, comme des pompes, des filets, etc. Donc on a compartimenté en fait 11 fractions de taille du plancton, 7 ordres de grandeur. Donc vous voyez, si vous mettez l'abeille à la taille du virus, en fait, la méduse pour un virus, c'est comme sortir de l'atmosphère terrestre pour une abeille. Donc c'est des rangs de taille absolument gigantesques. Mais donc on a eu tout le monde, on n'a oublié personne à l'échelle planétaire. C'est la première exploration d'un biome sans oublier personne à l'échelle planétaire. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Donc juste pour vous montrer un petit peu comment on a équipé Tara, en fait on s'arrêtait 3 jours à chaque station. On a ramené 35 000 échantillons. Et ce qu'on publie dans Science, là, c'est juste à peu près 5 000 échantillons sur les 35 000, donc c'est une partie du travail. Et donc, je voulais juste vous parler un petit peu donc, de quelles sont ces méthodes. Alors oui, je pense que la beauté de ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis sur un bateau à voile, donc sur un petit bateau assez flexible, pas très cher, qui était en l'occurrence financé en grande partie par Agnès B. On a réussi à mettre un petit laboratoire et à travailler avec des laboratoires qui ne sont pas des laboratoires de biologie marine, mais qui sont des laboratoires qui sont le Génoscope, qui font du séquençage massif d'ADN. Et puis le meilleur laboratoire en biologie cellulaire qui est l'EMBL à Heidelberg. C'est un peu comme le CERN de la biologie cellulaire, et où ils sont extrêmement forts en microscopie. Donc on a réussi à travailler avec des gens qui ne sont pas des marins et à les amener en mer. On a vraiment pris le Génoscope, on l'a ramené en mer. Et ça, c'était aussi un exploit. On s'est fait des ennemis terribles dans toute la communauté océanographique. Qui maintenant sont un peu plus calmes, évidemment. Et donc, alors juste pour vous montrer un petit peu les techniques qu'on a utilisées, je vais pas insister trop sur l'imagerie, parce que là, on n'a pas du tout encore publié ces parties-là. Mais en fait, le problème, justement, comme je vous le disais, c'est qu'il faut avoir énormément, il y a beaucoup d'échantillons, il y a beaucoup de biodiversité, comme vous allez le voir. Donc il faut avoir des méthodes très rapides, très robustes, très fiables. Et puis on ne peut plus tellement compter trop, malheureusement, sur les experts taxonomistes. Et ça, c'est vraiment le grand drame, en fait. Il y a presque plus de gens qui regardent le monde, hein, des observateurs, on n'a plus le temps déjà de regarder, donc ça c'est vraiment une perte énorme. Bon, les muséums en sauvent quelques-uns, mais donc on est obligé aussi de développer des instruments très, très automatisés, très puissants, qui permettent de regarder ces organismes de manière semi-automatique. Donc ce qu'on a fait là, donc on a utilisé tous ces instruments, le ZooScan, le FlowCam, la cytométrie en flux, et à mon avis, par exemple, un des instruments qui sera vraiment l'instrument du futur pour savoir ce qu'il y a dans l'eau de mer, par exemple, c'est cette microscopie confocale en fait, qu'on développe avec le MBL justement. Et en fait, on colore toutes les petites cellules du plancton avec différents marqueurs. On peut colorier l'ADN, les membranes, tous les carapaces des cellules, etc. Ça peut aussi se faire pour les petits animaux. Et le microscope, en fait, prend après des images en confocale, c'est-à-dire en plan de ces cellules. On doit faire des classifications des familles de ces images. Et après, le microscope peut aller reconnaître automatiquement les objets et vraiment faire des images très détaillées. Et on arrive vraiment à des images exceptionnelles en 3 dimensions de ces cellules en fait, qu'on n'avait jamais vues comme ça. Ça, c'est par exemple une diatomée. C'est un des organismes les plus importants pour le climat, avec sa frustule de silice, qui fait aussi de la silice à la température de l'eau de mer, avec ses chloroplastes. Donc cet instrument est assez génial parce que ça nous donne à la fois qui est là, hein, qui est là en espèce, mais aussi la fonction de l'espèce. Donc on a aussi accès à la diversité fonctionnelle. Donc à mon avis, ces méthodes de microscopie automatique qui sont développées surtout dans le biomédical, en fait là de nouveau c'est un transfert de technologie très récent, ces méthodes sont vraiment le futur. On n'en est vraiment pas là, parce que le problème ça va être de partager ces données. Les images pèsent très lourd, ça crée des sets de données gigantissimes. Là en ce moment on s'envoie des disques durs pour partager ces données. Il y a tout et puis on est les premiers à le faire en fait. Donc jusqu'à ce que ça imbibe en fait la société, je pense que là il y a quelques années. Ce qu'on a publié dans Science, c'est plutôt basé sur les techniques de l'ADN. Je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est juste pour vous dire que ce qu'on fait, en fait, typiquement, on appelle ça de la métaomics, c'est-à-dire qu'on prend des morceaux d'environnement, là c'était des morceaux d'océan, mais on peut le faire avec des morceaux de forêt, n'importe quoi. On extrait les acides nucléiques, qui sont l'ADN et l'ARN, et après on peut faire toutes sortes de choses avec cet ADN et cet ARN, l'ARN étant les gènes exprimés par les génomes. On peut faire donc on peut tout séquencer, on peut séquencer tout l'ADN, tout l'ARN, et on peut utiliser, alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est des petits codes barres, c'est-à-dire c'est des gènes en fait, qui peuvent être soit des marqueurs de fonction ou alors des organismes eux-mêmes. Et donc ce que je vais vous montrer que là, on appelle ça du barcoding, du méta-barcoding. C'est une technique extrêmement puissante pour voir tout ce qu'il y a dans un environnement. C'est extrêmement nouveau, et c'est merveilleux parce que vous allez voir qu'on ne sait pas encore avec qui on habite sur la planète.
Donc en fait, c'est vraiment ces techniques-là qu'on a publiées dans Science, et les 5 papiers qu'on a fait, en fait, il y en a un qui concerne les virus, l'autre les bactéries, l'autre les cellules eucaryotes ou protistes que j'ai fait, et puis après c'est le lien entre tous ces organismes. Ce qu'on a vu d'extrêmement émouvant, à mon avis, c'est que dans un seau d'eau, de mer, que vous prenez partout sur la planète, vous avez le déploiement de la totalité de l'arbre de la vie. Vous avez entre 30 et 50 000 unités génétiques partout sur l'océan, avec des bactéries, des archées, c'est l'arbre du vivant, et puis toutes ces lignées de cellules eucaryotes qu'on connaît très mal en fait. Ici sur cette table, vous ne pouvez pas trop voir, mais il y a une seule de ces lignées qui représente tous les animaux, et une autre qui représente toutes les plantes. Donc toutes ces lignées sont des choses différentes des animaux et des plantes. Et donc, dans chaque seau d'eau, en fait, vous avez le déploiement de la totalité de l'arbre du vivant, ce qui est assez génial. Et le séquençage qu'on a fait de ces différentes entités était suffisamment profond pour aller palper un peu les frontières de cette diversité. Et ça, c'est fascinant. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est-à-dire que le plancton est suffisamment simple pour qu'on puisse vraiment sentir le bout, la limite. Parce que contrairement à l'astronomie, là, la diversité, il y a une limite. Il y a une membrane. En biologie, il y a toujours une membrane, quelque part. Donc là, on a vraiment tâté le bout du système. C'est la première fois qu'on tâte le bout d'un système oxygénique. Après l'intestin humain, en fait, dont a parlé Gilles. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Alors voilà, et une des grandes surprises, en fait, c'est que le grand pic de diversité, c'était dans cette fraction de taille ici, qui est au milieu de l'échelle de taille. En fait, on a complètement oublié en biologie la middle class, la classe moyenne. Et les gens se sont intéressés beaucoup aux animaux et aux plantes, et puis après, ils se sont rués vers les microbes et les virus. On a complètement oublié 4 rangs de taille, ici, là, qui sont énormes. Hein. C'est comme si vous partiez d'une virus jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel, d'une souris, pardon, jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel. Tout ce monde-là, en fait, on l'a carrément oublié. Et ce qu'on s'est aperçu dans nos données, en fait, c'est que c'est dans ce monde-là qu'il y a de loin le plus grand nombre d'espèces. Alors juste pour vous rappeler donc la méthode c'est une méthode de barcoding. Donc chaque espèce de plancton, en fait, chaque genre de plancton en fait, a son petit barcode. Et on arrive à amplifier des extractions d'ADN totales ces barcodes spécifiquement. Et après on les séquence en masse. Donc là pour ce papier-là, on a séquencé plus de 300 communautés à plus de 2 millions de barcodes par communauté. Donc c'est énorme, on a généré 1 milliard de barcodes. On donne un nom à ces barcodes en les comparant à une base de données où on a à peu près 100 000 barcodes pour lesquels on a des noms d'eucaryotes, qui représentent tout l'arbre que je vous ai monté tout à l'heure. Donc on arrive à dire ça ressemble à ça. Il n'y a que 1% de ces barcodes de l'océan qui retrouvaient une référence dans la base de données qu'on avait. Donc toutes ces espèces ne sont pas cultivées, sont connues, c'est-à-dire on arrive à les rattacher, on sait que c'est une diatomée, mais on ne l'a pas en culture. Après, avec ces barcodes, ce qui est génial, c'est que à la fois, on sait plus ou moins qui est là, et puis on peut les utiliser comme des unités écologiques. On n'a pas vraiment besoin de savoir qui se cache derrière le barcode. On peut les compter, donc on peut vraiment faire de l'écologie, qui est là. Et puis on peut faire même des réseaux, c'est-à-dire quel barcode arrive avec un autre barcode. Et donc on arrive à faire ces réseaux sociaux en fait, du plancton, et à construire en fait la vie. C'est pas vraiment, je crois, un cercle, mais c'est vraiment un réseau. Donc l'économie circulaire, je ne sais pas, il faudra qu'on en discute. Donc c'est vraiment des histoires de réseau, et je pense que là il va falloir travailler avec des mathématiciens et des gens très doués dans les réseaux d'interaction. Donc on a aussi un article qui s'appelle l'interactome. On a fait un grand interactome du plancton mondial. Et alors une des grandes surprises, c'est que donc on a séquencé 1 milliard de barcodes, et ça suffisait. À la fin, on n'en séquençait plus de nouveaux. Donc en fait, on continue à séquencer, mais il n'y en avait plus de nouveaux. Donc en fait, on est près de la saturation. Donc on saturait à la fois globalement, et chaque communauté aussi également, on était près de la saturation. Donc ça, c'est le rêve pour l'écologie. Il y a un tiers de ces barcodes, on n'arrivait même pas à les mettre dans une catégorie du vivant. Un tiers. Et les 2 autres tiers, on a pu les mettre dans un arbre de la vie, dont je vous passe les détails. Mais ça, c'est un arbre de tout le vivant eucaryote, donc c'est les cellules qui nous ressemblent, qui ont un noyau, qui sont très complexes. Et ce qu'on s'est aperçu, en fait, ça c'est un changement assez paradigmatique, c'est qu'en fait, le phytoplancton, donc les plantes de l'océan, sont peu diversifiées. Le zooplancton, les animaux, également pas tellement, un peu plus. Mais la grande majorité de la diversité du plancton, en fait, c'est dans ce qu'on appelle des protistes, c'est des cellules eucaryotes. On a trouvé 150 000 types génétiques de ces protistes, différents, qui sont des cellules, qui sont des
qui sont des cellules hétérotrophes aussi, donc qui ont toutes sortes de modes de vie, qui vivent en symbiose, qui sont des parasites, qui ont toutes sortes de façons de manger, comme des champignons qui peuvent faire de l'osmotrophie. Donc il y a une énorme variété de cellules qui sont là juste pour jouer avec la matière, digérer, vivre avec d'autres organismes, qui sont vraiment dans l'interaction. Donc on complexifie incroyablement le réseau de l'écosystème, mais pour une fois on voit l'écosystème dans sa totalité. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que le plancton va donner une leçon à tous les autres écosystèmes. Et je suis sûr que si on fait la même histoire dans les forêts, on va trouver la même histoire. C'est-à-dire que ce sera les protistes. En fait, c'est toute cette classe moyenne. En fait, on sait bien que c'est la classe moyenne qui est la plus diversifiée. Et ben, c'est là que va se trouver le pic de diversité. Donc, en fait, on parle de diversité, on ne sait pas encore ce qu'il y a. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on vit avec 100 millions ou 1 milliard d'espèces sur la planète. Mais en tout cas, on vit avec plus que les quelques millions dont on parle souvent. Les deux. Alors, pour finir, donc je crois qu'avec Tara, on a inventé des méthodes qui sont très puissantes et on a fait un dictionnaire. On a fait le dictionnaire du plancton, mais on peut le faire dans d'autres milieux. Et on a fait une grammaire. On a fait des règles et des bonnes méthodes. Maintenant, on n'a pas du tout assez d'échantillons. Donc c'est génial parce c'est la première fois qu'on voit la limite d'un système. Pour comprendre la dynamique de système, comment il marche, les migrations, les interactions, vraiment comment la résilience, comment il va changer avec l'acidification, le changement climatique, etc. Il faut passer à la vitesse supérieure. On a les moyens. Et un des moyens qui est merveilleux, c'est cette flotte citoyenne de navigants. C'est-à-dire sur la mer, il y a entre 5 000 et 10 000 bateaux de plaisance constamment sur l'eau. Et il y a ces magnifiques routes de navigation aussi qui font des cercles, par exemple, qui partent de San Diego, qui vont vers Tahiti, qui remontent sur Hawaï, et qui font ça, c'est des centaines de bateaux. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'ils répètent ça année après année. Donc pour nous, c'est génial parce qu'on pourrait, si on équipe ces bateaux avec des protocoles très simples, en fait, on arrive vraiment à avoir un suivi de la diversité de l'océan et puis de pouvoir vraiment checker ce milieu qu'on ne connaît pas. À mon avis, on va comprendre beaucoup mieux le plancton maintenant que les autres écosystèmes parce qu'il est relativement simple. On peut vraiment donner une leçon écosystémique au reste de la planète si on arrive à mettre en route ce réseau de navigation. Et donc on a créé une petite équipe, donc le nouveau rêve, hein, c'est le post-Tara. En fait, c'est créer des centaines de Tara, si possible. Donc on a créé un petit projet qui s'appelle Plankton Planet Sail for Science, et on a monté une équipe avec différentes personnes que vous connaissez peut-être. Pour l'instant, tout ça, c'est très émergent, c'est très embryonnaire. On a un petit peu d'argent par une fondation américaine, en fait. La France n'a pas voulu rien donner pour l'instant, mais on verra. Pour créer cette on a créé un kit, donc ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on a trouvé un moyen pour mettre le plancton, pour faire des petites galettes de plancton, les sécher en fait. Donc tout se fait manuellement, c'est un petit coup de filet, on sèche le plancton et on fait du barcoding là, et on a les mêmes résultats que Tara. Donc on a fait les tests en le congelant ou en le séchant, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'électricité. Donc on a un petit kit très sympathique, on est en train de le faire designer d'ailleurs par une école de design à Brest, avec Roland Jourdain. Et puis donc l'idée c'est vraiment de créer d'envoyer ce kit sur un maximum de bateaux, donc d'en produire en grand nombre, et puis de créer un lien vraiment direct entre des citoyens qui vont être émerveillés, on va aussi leur donner des petits microscopes pour qu'ils puissent voir ce qu'ils ont dans leur filet, qui vont être complètement ahuris de savoir qu'ils sont sur un océan vivant, une matière vivante, et puis des chercheurs de très haut niveau, les meilleurs chercheurs vraiment, des modélisateurs, on va se charger donc de faire donc ça coûte presque plus rien de séquencer, on peut traiter des dizaines de milliers d'échantillons. Et donc c'est d'avoir vraiment un échantillonnage vraiment nouveau. Moi, en tant qu'océanographe, j'ai passé 25 ans de ma vie à visiter quelques dizaines de stations. Avec Tara, j'en ai fait 220. C'était exceptionnel, mais la plupart de mes collègues, ils auront vu 500 stations dans toute leur vie. Ils ne vont rien reprendre. Donc voilà, donc on croit vraiment beaucoup à ce projet. Donc on a reçu un petit peu d'argent de la Richard Lounsbury Foundation là, pour lancer le truc. On a 25 bateaux en mer, c'est surtout des navigateurs parfois assez connus. Je pense qu'Isabelle va prendre un kit, Catherine également. Et on essaye de lancer justement, alors pour l'instant là on est dans une phase on essaie de rester un peu silencieux, parce qu'on ne veut pas trop en parler. On veut d'abord montrer que ça marche. L'idée c'est de ramener en 2015 500 échantillons de la planète, donc plus de 2 fois plus que Tara, de tout séquencer, et puis de montrer ok ça marche. Donc maintenant on passe à la vitesse supérieure. Voilà, donc pour l'instant, on essaie de couvrir un maximum de géographie, mais après, comme je vous le disais, on va plutôt essayer de travailler sur des loops. Il y a par exemple, on a déjà lancé 5 kits sur le Pacific Circuit Rally.
avec 5 personnes participant. Alors les anglo-saxons sont hyper organisés, ils sont déjà dans des rallyes, dans des choses comme ça, et donc en fait ils ont toutes les structures pour accueillir ce genre de kit en fait. Donc là vous voyez voilà, une petite fille qui est en train de faire son trait de filet, elle a pris c'est une petite Australienne qui a pris ça pour sa classe, elle en a déjà fait un sujet dans sa classe, et on va essayer de monter donc des filiales en fait dans les autres pays, parce que je ne suis pas sûr que ça sera très facile de se faire financer ça par la France, on verra. Et voilà, et donc et on espère donc voilà, c'est un kit qui peut être utilisé par les enfants, et donc on espère aussi former, sensibiliser vraiment les citoyens à cet océan vivant, en les intégrant vraiment dans la découverte, quoi. Voilà. Je dis bravo. Merci beaucoup. Je suis ravie que Gilles t'ait entendu aussi, Colomban, parce que je ne sais pas si tu connaissais l'ampleur de... Oui, mais le kit, la mallette aussi, parce que tu développes beaucoup les sciences participatives et MNHN. Je suis passé à Roscoff, c'était il y a 3 mois, en décembre. Vous avez une idée, et ça rentre dans le débat général des sciences participatives, où on le fait pourquoi pas sur des grenouilles, sur des oiseaux, sur des mammifères et oiseaux, sur des poissons, sur des baleines. Et le plancton est un merveilleux modèle pour faire ça. Et équipé dans le bon sens du terme, pas instrumentalisé, équipé des plaisanciers, c'est absolument génial. Mais il faut dire que beaucoup de bateaux de la planète aujourd'hui archivent de la donnée physique et chimique depuis longtemps. Tout à fait. Le bateau avec lequel nous parcourons notre tour de France des solutions pour le climat est équipé d'un kit aussi océano-scientifique qui fait de la mesure aussi de pression, de salinité, etc. Admiratif le travail qui a été fait par nos amis sur Tara. Oui. C'est vraiment une vraie très belle histoire. Et ça ouvre tout le débat sur le fait d'utiliser les mêmes méthodologies pour les sols. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le débat actuel, par les anciennes méthodes, 13% du vivant est dans l'océan. En espèces décrites et déposées dans les musées. 23% dans les sols. Donc ça vaudrait le coup d'appliquer ces méthodes aussi sur le sol demain. Et ça paraît pionnier absolument essentiel pour qu'on puisse avancer. Dernier mot, ta mallette, elle est visible tu vas l'installer de collecte. Avec Calixte-Énol, là on va l'installer. Avec Calixte, oui. Si vous voulez la voir, elle est visible Sur quel stand ? de la CCI. Sur le stand de la CCI. Merci à la CCI d'accueillir, parce que l'équipe de la CCI Bordeaux, là. Estelle, merci, oui, d'accueillir. Merci. Arnaud, je te laisse poursuivre. Oui, alors, merci. On va ouvrir la seconde séquence maintenant sur le comment. Comment les entreprises peuvent-elles intégrer la biodiversité à leur stratégie ? Et la première question que je vais poser à Marie et à Sylvain, c'est quels sont les outils disponibles pour les aider ? Qu'est-ce qui existe ? Que des associations et aussi des entreprises puissent adhérer à la SNB et à ses objectifs et entrer dans un processus progressif d'engagement au bout de 2 ans, aboutissant à une forme de reconnaissance. Voilà. Donc c'est en fait un outil qui a été testé depuis un certain nombre d'années et qui a été impulsé surtout après l'année de la biodiversité en 2010, et donc qui est piloté par une direction du ministère. Donc il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est l'adhésion à la SNB et à ses principes par une entreprise ou une association. Ces entreprises, ce sont aussi bien des grandes entreprises, mais aussi des PME, suivies d'un engagement volontaire. L'engagement volontaire se fait sur la base d'un programme d'action et donc d'objectifs déclinés en actions qui sont proposées par
par la SNB. Et pour évidemment remplir ces engagements et s'inscrire dans ce mouvement, il existe un guide et des fiches actions qui sont mises à la disposition des entreprises candidates. Et puis la dernière étape, comme je le disais tout à l'heure, c'est la reconnaissance SNB qui est effective en fait grâce à un comité d'experts. Alors en fait, ce n'est pas, comment dire, la SNB, c'est pas un écrin vide, puisqu'en fait il y a un véritable suivi ex post en fait de la procédure de reconnaissance, avec la réalisation d'un bilan ex post à 6 mois, et pour voir un peu dans quelle mesure l'entreprise ou l'association réalise ses objectifs, enfin ses engagements, et suivi ensuite d'un contrôle, d'une révision à la veille de la fin de la première période d'engagement, qui est de 2 ans dans la perspective d'un renouvellement. Voilà pour le premier outil, la SNB. Le deuxième outil, donc, qui est un peu plus technique, un peu plus, il y a un désordre là, un peu plus opérationnel, c'est l'outil eBevi. Donc l'outil eBevi, c'est un outil. Attendez, j'essaie de le trouver. Non, il n'y est pas. Non. Voilà. Donc l'outil eBevi est un outil de sensibilisation des entreprises à la biodiversité. C'est un outil, en fait, donc eBevi, en fait, c'est EBE, c'est les initiales E pour évaluer, B pour biodiversité et E pour entreprise. Et c'est un outil, en fait, qui propose un parcours en 3 étapes et qui permet donc à l'entreprise de sensibiliser à ses interactions avec la biodiversité et de voir un peu quels sont les impacts environnementaux de son activité, et comment réduire ces impacts et comment transformer la biodiversité en atout pour son business. Donc c'est un outil qui a été lancé par le ministère en 2010 et qui a été réalisé par un cabinet de conseil qui s'appelle Derven. Et puis finalement, donc on a un retour actuellement, il y a à peu près un peu plus de 1000 entreprises qui ont utilisé l'outil. Donc voilà, c'est un outil qui a son succès. Voilà, ces slides là, représentent un peu la visualisation du parcours sur le site internet. Donc on peut accéder directement à l'outil en passant par l'interface du ministère de l'écologie, le site développementdurable.gouv.fr. Donc là, sur Google, il suffit de taper eBevi, vous arrivez directement sur la page. On crée un compte, on entre dans un processus qui dure à peu près 1 heure et demie pour pouvoir faire le diagnostic et aboutir à un plan d'action détaillé pour améliorer l'action de l'entreprise. Donc plusieurs étapes. Comprendre, première étape. Cette étape comprendre est variable selon le secteur sur lequel on se situe, ce que vous voulez tester. C'est-à-dire ça peut être les RH, le marketing, le service approvisionnement, de management. Deuxième étape, évaluer. Il y a une série de questions qui sont posées à laquelle il faut répondre par oui ou par non, ou sinon répondre en cochant la réponse appropriée dans une série de réponses qui vous est proposée. Ici, il y en a 4. Et dernière étape, le bilan d'évaluation qui vous est proposé en format PDF. Vous pouvez le télécharger et donc le compiler. Et un bilan de l'évaluation suivi d'un... thème que vous auriez souhaité tester. Voilà, pour les outils. Il y a d'autres outils encore, plus dans une dimension également promotion, c'est les prix. Alors, s'agissant des prix, il y en a 2 que j'aimerais vous présenter et qui sont portés par le ministère de l'écologie. C'est le prix Génie écologique
et le prix entreprise et environnement. Donc le prix génie écologique est un prix qui est co-organisé avec une association qui s'appelle l'ASTE, Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement. Donc il est soutenu par le MEDE et les agences de l'eau, ainsi que l'ONEMA. Donc les prix sont décernés dans différentes catégories, et notamment une catégorie biodiversité. Voilà. Ça va de pair, et cette notion de prix écologique, du génie écologique, est en lien aussi avec tout ce qui est réflexion sur la promotion de la filière des métiers du génie écologique. Et dans ce sens, il y a un certain nombre de travaux qui ont été mis en place, comme la mise en place notamment d'un annuaire des métiers du génie écologique. Voilà. Il y a des travaux en cours sur ce thème-là. Et puis le deuxième prix, c'est le prix entreprise et environnement. Donc le prix entreprise et environnement est un prix qui a été créé en 1987, qui est co-piloté avec l'ADEME, donc ministère de l'écologie, plus précisément Commissariat général du développement durable et ADEME. Et en 2010, ce prix a été complété, il y a plusieurs catégories, il a été complété par une catégorie biodiversité. Depuis 2 ans, il existe également une catégorie économie circulaire. Donc là, l'objectif du prix est clair en matière de biodiversité, c'est d'essayer de valoriser les pratiques des entreprises les plus respectueuses de l'environnement, les plus vertueuses dans ce domaine. Quelles sont les retombées du prix ? Bon, les retombées du prix, elles sont essentiellement médiatiques, puisqu'en fait, le prix est remis lors du salon, c'était le salon Polytech jusqu'à l'année dernière. Cette année, ce sera le salon World Efficiency à Porte de Versailles en octobre, du 12 au 15 octobre 2015. Le prix est remis par la ministre. Il y a de l'écologie. Il y a un communiqué de presse qui est publié et des informations également qui sont diffusées dans la presse spécialisée. Donc c'est seulement une retombée médiatique. Si vous êtes intéressé par participer au prix, si vous voulez présenter le dossier de candidature de votre entreprise, vous pouvez soumettre votre appel à votre candidature jusqu'au 12 juin 2015. Donc vous avez encore le temps. Il suffit d'aller sur le site du ministère, développement-durable.gouv.fr, où taper prix entreprise et environnement. Et vous avez accès à la plaquette PDF, au dossier à télécharger et à envoyer à l'adresse indiquée. Pour information, ce prix a été complété sur les différents items, notamment sur l'item biodiversité, par un volet COP21, une mention spéciale COP21, donc toute la dimension climat. Voilà. Donc c'est tout à fait en phase avec les points que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Le grand vainqueur de l'année 2014, pour exemple, c'est une PME qui s'appelle BioUV. Alors c'est une société qui a été récompensée pour avoir mis en place un traitement des eaux de ballast par ultraviolet, qui permet notamment de purger les eaux d'espèces exotiques envahissantes. Voilà. Si vous voulez, si je peux, pardon de vous interrompre, mais nous avons fait un sujet sur BioUV à l'occasion de notre dernière escale en Méditerranée avec le Tour de France des solutions pour le climat, puisque nous sommes allés les voir à Lunel. Hein, c'est ça, Jean-Renan, c'est à Lunel. Et nous avons donc, si vous voulez en savoir plus sur BioUV, qui apporte une réponse très pertinente sur l'invasion, enfin la problématique des espèces invasives, eh bien, je vous invite à regarder tourdefrancepourleclimat.com. Ah, bah, écoute, vous allez voir. Moi, j'ignorais qu'ils avaient reçu votre prix. Oui, ils ont reçu ce prix, et notamment une des dimensions du prix, c'est qu'un film est réalisé par l'ADEME pour présenter l'entreprise. Donc l'adresse du site où vous pouvez trouver le film est disponible également sur le PowerPoint que vous recevrez, qui sera mis à votre disposition. Voilà. Alors, on a vu la plupart des outils. Sylvain, pouvez-vous compléter un peu cette liste d'outils au service des entreprises ? Oui, alors je vais présenter un autre outil qui permet d'aller plus loin dans sa démarche biodiversité. Si on peut avoir la suite du PowerPoint, parfait. Donc il y a un outil qui s'appelle l'ESR, c'est l'évaluation des services écosystémiques pour les entreprises. Et donc c'est un outil qui permet d'aller un petit peu plus loin, une fois que vous avez utilisé BioUV,
pour comprendre quelle est votre interdépendance à la biodiversité. C'est vraiment un outil qui vous permet de changer de regard et de comprendre qu'il n'y a pas que des impacts sur la biodiversité, mais également des dépendances, comme on a pu le voir tout à l'heure, que ce soit des dépendances aux matières premières, ce qu'on appelle les services d'approvisionnement, des dépendances aux services de régulation, comme la pollinisation, ou des services culturels. Donc c'est vraiment de comprendre en quoi votre entreprise dépend de la biodiversité et du bon fonctionnement des écosystèmes, et en quoi vous avez des impacts. Donc la première étape de l'outil, c'est ce qu'on appelle la définition du périmètre. Donc c'est comprendre, c'est d'identifier est-ce que ces impacts, ces dépendances, elles ont lieu directement dans votre entreprise ou à un autre endroit de votre chaîne de valeur. Ça peut être chez vos clients, ça peut être chez vos fournisseurs. Et ça permet de voir est-ce qu'il y a des risques potentiellement sur le sujet biodiversité. Donc la deuxième étape, c'est d'identifier ce qu'on appelle donc les services, donc toute l'interdépendance. Identifier leurs évolutions, donc c'est-à-dire qu'on se place dans une position de prospective. On essaye de voir comment va évoluer la biodiversité en prenant en compte les impacts du changement climatique, en prenant en compte les facteurs d'érosion de biodiversité, et du coup d'en déduire derrière, dans une quatrième étape, les risques, mais aussi les opportunités pour l'entreprise. Des risques comme des risques, je vais vous mettre juste après, des risques opérationnels, ça peut être des ruptures d'approvisionnement, des problèmes de qualité de ressources, des problèmes de pollution de l'eau, ça peut être des risques réglementaires et juridiques. On voit que la réglementation avance et elle ne fera que se renforcer a priori, c'est le sens de l'histoire. Donc ça peut être source de risque pour l'entreprise. Ça peut être des risques d'image et de réputation. On a souvent des entreprises qui sont dénoncées pour des impacts qu'elles peuvent avoir sur la biodiversité, des risques marché et produits, dans le sens où et enfin des risques financiers. Aujourd'hui, les assurances commencent à se poser la question de comment prendre en compte et assurer le risque climatique et de plus en plus le risque biodiversité. Ça peut être des problèmes d'accès au financement pour développer votre entreprise. On sait qu'il y a aujourd'hui des éco-prêts, il y a des éco-conditionnalités de certaines aides. Et donc, il est important, cet outil vous permet d'identifier justement tous ces risques-là. Et l'idée, c'est de le transformer en opportunités, donc des nouveaux produits, on a parlé tout à l'heure d'innovation, des nouvelles manières d'anticiper la réglementation, d'aller au-delà de ce qui se prépare, de sécuriser ses approvisionnements par exemple, etc. Voilà. Et après, l'outil permet de mettre en place des stratégies, que ce soit en interne, que ce soit en externe avec des partenariats. On parlait tout à l'heure d'économie, de systèmes qui travaillent en réseau. L'économie, elle travaille aussi en réseau, et donc ça vous aide à aller dans ce sens-là pour justement essayer de bien comprendre en quoi vos produits et services peuvent dépendre ou impacter la biodiversité tout au long de la chaîne de valeur et donc tout autour de la planète. Un dernier mot pour finir mon intervention, c'est les partenariats. Donc c'est d'autres aides pour votre démarche biodiversité. On sait aujourd'hui que 20% des entreprises déclarent avoir des partenariats avec les associations. De leur côté, les associations, il y en a 46% qui déclarent avoir des partenariats avec des entreprises. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce que les associations peuvent vous aider à changer de regard sur la biodiversité. C'est par exemple ce qu'on fait donc, au sein de mon association qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Ça peut être du travail en collaboration. Par exemple, on a édité des guides pour la CGPME ou pour le MEDEF qui vous expliquent comment prendre en compte la biodiversité dans votre stratégie d'entreprise, qui présentent les outils qui existent, les prix, les financements éventuels, etc. Donc ça, c'est 2 petits livres que je vous invite à consulter. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler en collaboration entre l'entreprise et puis d'apporter l'expertise des ONG. Donc n'hésitez pas, à titre de citoyen, à adhérer à notre association et à soutenir nos actions de plaidoyer, mais aussi de sensibilisation des citoyens. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter pour des partenariats et essayer de vous faire progresser, vous et vos collaborateurs, sur le sujet biodiversité. Merci. Alors maintenant, une autre question. Je vais me tourner vers Caroline Malo. Caroline Malo, vous êtes responsable sud-ouest de CDC Biodiversité. Donc vous travaillez sur le terrain, sur le concret, et notamment l'ensemble des citoyens et l'ensemble des entreprises sont responsables du point de vue de l'environnement et de la biodiversité. Et elles sont obligées juridiquement de mettre en œuvre une séquence qui s'appelle la séquence ERC, éviter, réduire ou compenser les atteintes à la biodiversité. Alors,
Quelle est l'intervention de CDC Biodiversité sur cette séquence? Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, donc CDC Biodiversité. Travers d'une meilleure application de solutions pour appliquer la réglementation. Parce que pendant des dizaines d'années, la réglementation n'a pas été appliquée correctement par manque de solutions en fait. Donc CDC Biodiversité est un opérateur pour la mise en place d'actions concrètes de terrain pour n'importe quel maître d'ouvrage qui souhaite agir sur la biodiversité de façon volontaire ou qui a des obligations réglementaires au travers notamment de l'application du triptyque éviter, réduire, compenser. Donc ce triptyque, il est dans la loi depuis 1976, donc je vous parlais de décennies. Et ce sont les années récentes, là, depuis le Grenelle, qui ont fait branle-bas-le-combat. On va tenter donc d'appliquer cette réglementation jusqu'à la compensation effective. Et donc les porteurs de projets ont comme obligation de mettre en place, de réaliser des études d'impact et d'appliquer ce triptyque. Alors il se schématise ainsi. Vous avez donc en ordonnée la perte ou le gain de biodiversité et puis le cheminement d'un projet dans son impact et l'application de cet impact sur la biodiversité. Et la compensation vient si vous voulez, dans l'aspect positif, si on peut dire, pour devoir compenser, restaurer, réapporter à la nature, dans un territoire proche de l'impact, une équivalence de ce que l'on a détruit au final lorsque l'on a appliqué l'évitement, la réduction. Il reste que la compensation à réaliser lorsqu'il reste un impact résiduel. Donc éviter, réduire, donc tout porteur de projet doit appliquer ce triptyque éviter, réduire, compenser, mais éviter, réduire, et la démonstration est faite par ce qui nous a été brillamment exposé par M. de Vargas, la connaissance, c'est le point d'entrée de l'application de la réglementation et de la protection, de la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Donc éviter, réduire, c'est d'abord connaître, réaliser un état initial, collecter des données, déclencher des expertises suffisamment approfondies pour pouvoir caractériser la biodiversité du site sur lequel son projet va être implanté. Donc caractériser la biodiversité et les milieux naturels, donc sur leurs aspects patrimoniaux, sur leurs fonctions dans le territoire écologique dans lequel ils s'insèrent, et lister les espèces qui sont présentes. Et on va mettre en évidence, donc sur la cartographie de droite, les espaces les plus patrimoniaux, les plus fonctionnels. Donc le porteur de projet, au travers de ce diagnostic, il va se donner toutes les cartes, toute capacité d'agir en connaissance de cause, en ayant un outil d'aide à la décision et développer une stratégie d'élaboration de son projet qui prenne en compte au mieux la biodiversité, en ayant une notion de l'impact et de ce que ça va générer en termes de nécessité de mettre en place des mesures coûteuses et de mettre en place d'être soumis à des réglementations qui impactent le planning du projet de façon conséquente. Donc, pouvoir anticiper, c'est au bénéfice de l'aboutissement et de la valorisation du projet lui-même. Donc, des exemples de l'évitement un peu schématique sur la photo de gauche. C'est donc la route qui évite l'unique arbre qui existe sur un désert complet. Et plus concret, donc à droite, avec un aménagement immobilier dans un secteur urbain, clairement, qui est resté encore vert.
Donc on se dit il n'y a pas grand-chose, et puis ben, voilà, état des connaissances, le projet, le porteur de projet a choisi de revoir la configuration de son projet, parce que dans l'équilibre global du projet, au final, lorsqu'il faut déployer l'ensemble des mesures nécessaires pour venir réduire et compenser, il y avait un impact sur l'économie globale de son projet, sur la faisabilité. Et puis il a intégré la notion de préservation de la biodiversité, il l'a valorisée dans le cadre de vie global de son projet, c'est-à-dire l'aspect paysager, l'aspect valorisation de sa démarche. Donc ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui de plus en plus. Donc éviter, réduire, c'est étudier l'implantation et l'emprise travaux à prendre en compte, attention, de son projet afin de préserver les milieux naturels et la biodiversité. J'ai une question. Oui. Est-ce que cela éventuellement concerne toutes les questions d'adaptation au changement climatique, par exemple sur la frange littorale? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez chez CDC? Alors, c'est des sujets qui commencent effectivement à émerger, notamment dans la compensation. Donc, je vais peut-être poursuivre parce que le diagnostic qui est fait et l'impact en général, il est sur un temps réduit. Toutefois, quand on doit reconstituer de la nature et devoir la préserver dans un état correct pendant la durée des obligations, là, il faut se projeter dans sa dynamique au regard des changements climatiques. Donc, réduire, c'est agir sur le projet. Effectivement, l'exemple le plus emblématique, c'est une infrastructure linéaire qui vient couper un territoire, générer un effet de coupure sur la dynamique des populations locales et espèces donc végétales, animales, et le fonctionnement des milieux. On vient ajouter un ouvrage de franchissement pour permettre une transparence écologique régulièrement, autant que possible, sur cette infrastructure. Ça, c'est la réduction de l'impact. Et puis, ensuite, si on n'est pas parvenu à réduire ou à supprimer complètement l'impact sur le milieu naturel et dans sa dimension patrimoniale, on accepte, dans l'équilibre global du projet, là aussi, de ce qu'on veut en faire, on accepte une perte résiduelle de biodiversité. Cette perte doit être compensée au regard donc, de son caractère patrimonial et fonctionnel qu'il revêt sur le milieu et sur le fonctionnement du territoire. Donc la réglementation trace des éléments importants qu'il convient de préserver et qui oblige effectivement les porteurs de projets à appliquer ce triptyque éviter, réduire, compenser. C'est la loi sur l'eau par exemple, le code de l'environnement en général, la liste des habitats et des espèces protégées ou la prise en compte de la trame verte et bleue. Donc je vais passer pour aller un petit peu plus vite et aller dans un exemple concret parce que CDC Biodiversité donc, est un opérateur du C de l'ERC, de la compensation. Mais on sensibilise au quotidien les porteurs de projets sur attention, vous allez devoir démontrer que vous avez bien réalisé le E, le R et que vous êtes au minimum de cette nécessité de compenser. Donc on travaille au quotidien avec ces opérateurs qui nous délèguent la réalisation de la compensation qui reste à réaliser. Donc là, je vais vous présenter deux exemples extrêmes. Un très grand projet sur lequel donc, on intervient avec une nécessité de compenser 1372 hectares d'habitats qui ont été détruits par l'infrastructure qui est l'autoroute A65 entre Langon et Pau, donc des hectares d'habitats d'espèces naturelles, d'espèces protégées, pardon. Une vingtaine d'espèces concernées. Donc c'est la plus grande opération de compensation écologique jamais réalisée en France. Sur le comment ? Jusqu'à vous, mais elle n'est pas terminée, mais je suis d'accord. Donc, du coup, et l'arrêté préfectoral donc, émis par les services de l'État traçait une nécessité de maintenir ces milieux redonnés à la nature, reconstruits, sur 60 ans. Donc, Aliénor, qui est le maître d'ouvrage du projet, a demandé à CDC, enfin, a mandaté CDC Biodiversité au travers d'un contrat pour prendre en charge la bonne réalisation de ces mesures compensatoires. Donc, CDC Biodiversité porte le foncier, réalise le pilotage technique et financier de la compensation. Donc,
Un point important dans la mise en œuvre qui angoisse beaucoup les porteurs de projets, à juste titre, et surtout quand on intervient dans un périmètre comme celui de l'agglomération bordelaise, par exemple, hein, c'est trouver une opportunité foncière qui soit éligible vis-à-vis de l'exigence de l'espèce que j'ai impactée. Je dois reconstituer de la prairie pour mon papillon protégé. Mais est-ce qu'en même temps que de trouver un milieu qui réponde à cette exigence, je vais avoir un propriétaire qui va bien vouloir me vendre son terrain ou accepter une convention de gestion. Donc ça, c'est l'écueil des porteurs de projets parce que la tâche est immense. Il faut déployer donc une expertise naturaliste et foncière de concert qui puisse mettre en évidence ces opportunités foncières. Donc on a prospecté pour trouver 1488 hectares, 13 000 hectares, donc il y a à peu près 10% de succès pour trouver du foncier opérationnel et validé par les services instructeurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 1400 hectares, on a 64% de conventionnement avec les propriétaires et seulement 35% d'acquisition, de possibilité d'acquérir. Le foncier est quelque chose de précieux, on le sait. Bon, là, je ne vais peut-être pas détailler, mais c'est un exemple d'intervention sur la 65. D'un périmètre, on est venu insérer nos secteurs, nos sites, nos parcelles compensées de compensation pour la 65 entre ou en continuité d'autres acteurs du territoire. Là, vous avez le Seine-Aquitaine qui travaillait en acquisition et en conventionnement sur ce corridor écologique. Ici, l'ONF, et on est venu consolider la trame verte ici qui avait été identifiée par l'agglomération de Pau. Donc on travaille, on fait vraiment des projets de territoire pour faire que les finances qui viennent des porteurs de projets avec leur obligation de mesures compensatoires au travers de nos actions soient intégrées dans un projet de territoire et s'imbriquent dans ce qui existe déjà. Donc très concrètement sur le terrain, ça veut dire quoi ? Eh bien, on va reconstituer de la prairie, on va repousser un petit peu le maïs en bordure du cours d'eau, on va mettre en place du pâturage, de la fauge, aider l'exploitant avec qui on a conventionné à avoir une gestion beaucoup plus intégrée et raisonnée sur ces surfaces. Ça veut dire planter. Là, on a planté 7 km de haies, par exemple, pour reconstituer des connexions pour les chauves-souris. Voilà, donc ça c'était l'exemple du gros programme de compensation. Et là pour terminer, l'exemple d'un tout petit, c'est intéressant parce que là c'est aux portes de Bordeaux, des tout petits besoins. Donc on travaille pour les gros mais également pour les tout petits besoins au quotidien, c'est-à-dire comme RTE ou le cas d'un promoteur immobilier. Donc ils ont des besoins de 2 hectares de compensation zone humide, de 5000 m², de 1200 m². Et là on travaille en identifiant un territoire qui, sur un territoire large, les acteurs reconnaissent un besoin d'action pour maintenir et préserver et restaurer la qualité des milieux naturels sur ce territoire. Et on va progressivement travailler en mutualisant les besoins et en construisant le programme, là aussi, de compensation avec les acteurs locaux. Voilà. Donc très concrètement, ça veut dire intervenir pour lutter contre les espèces invasives. Monsieur Boeuf a souligné ce risque et c'est un point très important dans ces zones humides relictuelles. Donc travailler sur les espèces invasives, restaurer des milieux, leur donner un peu plus d'espace et d'expression pour les espèces présentes. Voilà. Merci Caroline. Alors on va rester dans le concret et je vais donner la parole maintenant à Lorraine Dumont qui est chargée de mission à la Fondation Biodiversité LISEA et qui va nous apporter un autre exemple concret en matière de biodiversité. Merci. Je ne sais pas si on a retrouvé ma présentation, mais bon, dans tous les cas, je ferai sans. Donc, je travaille sur le projet de construction de ligne TGV entre
s'appelle COSEA. C'est un projet qui fait plus de 300 km, qui a un impact extrêmement fort sur les territoires et les milieux, puisqu'il traverse 3 régions, 6 départements, 90 cours d'eau, 14 zones Natura 2000. Et dans ces 14 zones Natura 2000, il y a 223 espèces protégées qui y habitent. Donc un impact extrêmement fort, dont le constructeur, le concessionnaire était bien alerté depuis le départ de la construction de la ligne. Et derrière, pour éviter cet impact, le contexte réglementaire a mis en place plusieurs arrêtés qui cadrent nos actions sur le terrain, à la fois pour éviter, réduire et compenser cet impact à travers les arrêtés, loi sur l'eau, espèces protégées et reboisement. Je voudrais être assez concrète dans ces exemples-là, dire que notre travail sur la ligne, il a été porté au pic des travaux par 100 chargés environnement sur les 9000 personnes qui ont travaillé sur la ligne. Et que ça s'est concrétisé avec des allers-retours avec les services de l'État, autour de 4000 documents, que plus de 800 ouvrages de transparence écologique, donc qui permettent de faire passer les hérissons, mais aussi toute la faune associée, ont été construits. 11 km de linéaires à travers des dérivations hydrauliques ont été également construites avec des prestataires locaux et également en interne. Et qu'au final, c'est 3500 hectares de compensation qui ont été mis en place et qui sont en cours de mise en place autour de la ligne. Donc, éviter, réduire étaient nos priorités et ont été mis en place sur la ligne. La compensation, c'est actuellement qu'on la gère. On a choisi volontairement de intégrer en interne au niveau du constructeur et du concessionnaire les compétences que pourrait mettre en place la CDC Biodiversité sur d'autres projets, et du coup de rentrer en contact avec toutes les associations présentes sur le territoire, associations naturalistes avec la LPO, Poitou-Charentes Nature, qui sont des têtes de pont extrêmement importants pour nous, les conservateurs d'espaces naturels et Centre régional de la propriété forestière, qui nous permettent d'avoir ce relais territorial. Et puis également Fédération de pêche et Chambre d'agriculture. Ces acteurs-là, au départ, ils ne sont pas habitués à travailler forcément beaucoup ensemble, ou en tout cas pas dans ce cadre de réflexion et de constitution concrète de cahier des charges pour mettre en place des mesures environnementales et des mesures compensatoires. Ça a été un réel travail de partenariat et de concertation qui a été mis en place et qui est toujours en ordre et qui sera aussi développé dans le cadre de la sécurisation foncière, à la fois par de l'acquisition et du conventionnement. Je ne reviendrai pas dessus, on a déjà été assez prolixe, et surtout avec un suivi à long terme. Et c'est vraiment là qu'on insiste, parce qu'on a souvent l'impression que les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage vont arriver, mettre en place une mesure de compensation et pas suivre derrière. L'ISEA est présent sur le territoire pendant 50 ans. Il nous faudra donc suivre, maintenir, conventionner chaque année et renouveler ces contrats de conventionnement pour montrer à la fois que nos mesures compensatoires fonctionnent, le prouver à tous les partenaires avec lesquels on travaille, parce qu'il y a une réelle relation de confiance qui s'est instaurée. Il faut qu'on puisse continuer à pouvoir l'établir sur 50 ans, mettre en place des suivis sur les mesures compensatoires et également sur la ligne, et toute la restauration, notamment des zones humides qui a été réalisée, et également de tout ce qui va être cours d'eau. Et puis, au-delà de ces aspects obligatoires de suivi, on a mis en place un observatoire environnemental qui va traiter de 6 sujets différents sur 19 points répartis sur la ligne, qui va traiter et étudier le suivi de l'eau, des milieux naturels, des paysages, de l'occupation des sols et des plantes invasives sur les 300 km de ligne, au travers d'un certain nombre de partenariats avec un certain nombre d'associations et de bureaux d'études. Voilà. Au-delà de ces mesures réglementaires et de l'observatoire, a également été mis en place une fondation qui est dotée de 5 millions d'euros pour 5 ans et qui est dédiée uniquement au support, à l'accompagnement de projets qui sont dédiés à la biodiversité sur les 6 départements qui sont traversés par la ligne. Donc ça ne veut pas dire qu'à travers cette fondation, on va se substituer à notre obligation réglementaire de compensation. C'est vraiment aller supporter des projets qui se trouvent jusqu'en Gironde, jusqu'à la pointe de Grave, donc un petit peu éloigné de la ligne, jusqu'au lac de Riez en Indre-et-Loire, donc vraiment aussi assez éloigné de la ligne. L'idée, c'est vraiment de soutenir des associations, mais également des établissements publics de recherche et d'enseignement, et aussi des entreprises.
Et là, notre travail, il a été d'aller chercher les entreprises sur les territoires et de leur dire, voilà, on est une entreprise, mais on peut aussi vous apporter un petit plus de départ pour pouvoir commencer une stratégie biodiversité au sein de votre entité. Et on travaille aujourd'hui avec environ une quinzaine d'entreprises sur 60 porteurs de projets qui ont été sélectionnés au cours d'appels à projets successifs. Donc une quinzaine d'entreprises sur les 6 départements qui travaillent sur des stratégies de biodiversité, de recherche et développement, d'aménagement de leurs sites, ou aussi de sensibilisation de leurs salariés, parce que là aussi, c'est intéressant de travailler avec des entreprises et des salariés qui n'ont au départ pas de lien direct avec la biodiversité. Donc on a déjà 3 millions d'euros qui sont engagés, un certain nombre de partenaires, et puis je voudrais finir quand même sur le local et sur la Gironde et ce qu'on fait en Gironde, avec notamment la Fédération de pêche de Gironde qui a inventorié une centaine de cours d'eau, toujours pour participer à cet état des lieux des connaissances, pour évaluer la qualité des cours d'eau à travers une espèce cible et assez phare, c'est l'écrevisse à pied blanc. Et donc là, sur les centaines de cours d'eau, le constat est quand même assez catastrophique, puisque uniquement 2 stations ont été trouvées sur toute la Gironde. On travaille également donc avec Cap Science sur la déclinaison biodiversité du jeu sur le climat dont ils nous ont parlé tout à l'heure et qui va bientôt sortir. Donc on a hâte de pouvoir le développer dans les différents territoires et notamment dans les lycées girondins. Donc il s'appellera Ecosys Game et il est bientôt, d'ici quelques mois, en tout cas la rentrée scolaire, vous pourrez vous mettre à la place d'un aménageur pour gérer votre petit milieu et votre agglomération. Et puis enfin, un travail de recherche un peu plus fondamental, je vous le disais, sur un radar avec la LPO Aquitaine pour suivre la suivi des passereaux sur la pointe de Grave. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Lorraine. Votre intervention a permis de voir qu'on ne travaille pas tout seul sur la biodiversité. Et j'espère que vous postulerez au prix Entreprises et Environnement. On est déjà content de pouvoir supporter les projets qu'on supporte et on croit beaucoup en eux. Donc voilà, déjà ça nous suffit. Merci Arnaud, merci à tous. Ouf, dites-moi, on a un marathon autour de l'énergie et de la biodiversité cet après-midi. Ça va? Vous allez bien? Donc un petit mot de conclusion. D'abord, je voudrais appeler Jean-Renan Le Pen, s'il te plaît. Monsieur Jean-Renan, est-ce que tu peux venir ici? Non, certainement pas. Je voudrais remercier toute l'équipe qui m'a aidé à organiser. D'abord, c'est surtout eux qui ont bossé d'ailleurs. Moi, je fais la belle, mais c'est eux qui ont bossé. Et notamment Jean-Renan qui est là dans les coulisses, parce que ça a été riche, nos échanges cet après-midi. Moi, j'ai retenu que finalement, il y a une chose qui est essentielle, c'est l'image que vous nous avez donnée, que ce soit Colomban, que ce soit vous, madame, finalement, pour atteindre les objectifs et réussir peut-être la COP21, il y a la collaboration à l'image de ce que les espèces sont capables de faire dans la nature. Je pense qu'elle pourrait nous inspirer. Je pense que cette collaboration, elle a été évoquée par cette concertation, elle a été évoquée par tous les acteurs. Et avec l'éclairage des scientifiques, c'était fabuleux. Moi, j'ai retenu les mots de stabilité aussi, d'ambition. Stabilité, c'est important, c'est un mot, on n'y pense pas forcément, cette stabilité des écosystèmes, cette stabilité aussi des politiques publiques. Cette stabilité est importante. L'anticipation que les marins connaissent aussi, anticiper, si on veut aujourd'hui, si on veut demain pouvoir limiter notre réchauffement climatique à 2 degrés, c'est aujourd'hui aussi qu'il faut s'en occuper. Et puis de l'envie, de la passion aussi, c'est des mots qui ont été prononcés. Voilà, moi je voudrais vous remercier, vous dire juste un mot sur notre Tour de France des solutions pour le climat. Donc il y a lui 2 objectifs, sensibiliser, mobiliser les littoraux et valoriser les solutions. Alors je suis heureuse de voir que certaines solutions évoquées, eh bien on en a parlé, on est allé les voir et demain on va en rencontrer d'autres, dont certains qu'on a rencontrés aussi aujourd'hui. Et puis on peut voir les escales. Nous quittons Bordeaux bien dès demain. Demain on passe la journée à rencontrer les acteurs. Alors pour moi ça va être un marathon d'interviews avec l'équipe qui veut se cacher, avec Ludovic qui est à la caméra, avec Jean-Renan, avec Alison et Émilie. On a combien? 3-4 sujets demain? 4 sujets. Il ne veut pas sortir de son KGB, lui. Voilà. Après, on part à Saint-Nazaire et Nantes, Brest. On ne sera pas très loin de Roscoff.
Caen Ouistreham, on finit à Dunkerque pour le littoral. Au Havre, on y sera au mois d'octobre. On remonte jusqu'à Paris avec une escale à Rouen. Et à Paris, on y sera à la fin de l'année. Voilà, je voudrais remercier aussi tous les partenaires d'Innovation Bleue. Elle était là encore, Valérie Vigourou de la Fondation JDF Suez, et puis Cofeli et CCI France, entre autres. Et puis on a aussi des partenaires médias qui nous suivent, France Info qui nous suit aussi pas mal, et Néoplanète, etc. Merci à vous tous. Je crois qu'on a éventuellement, non, ça se poursuit quelque part. Non, les CCI, non. Il n'y en a pas un cocktail à suivre? Ah non, il faut pas envoyer l'invitation à la cantonade. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tous les cas, je vous remercie tous beaucoup. Merci à Gilles d'être venu de loin. Je sais que ton temps est compté, c'était vraiment bien. Un grand merci et bon vent à vous pour la suite. Ça a été dur.